Moi, je trouve pas ça vilain. Qu'est-ce qu'il y aurait de vilain? C'est toi qui es vilain. Faut être vilain soi-même pour trouver tout vilain. Indépendant. Alternatif. Culte. Fou. Rare. Inconnu. Étrange. Irremplaçable. Provocant. Incompris. Tout l'album a un son très épuré. Il y a un éclat qui montre leur grand professionnalisme. C'est ça qui donne aux chansons la force des tubes. Plus étrange que le paradis. C'est l'émission qui déterre des trésors. Et parfois quelques cadavres. Tu dois jamais critiquer les films. C'est la politique de la maison. Tu veux appliquer tes propres règles? Ouvre ton propre ciné. À la demande générale de nos millions d'auditeurs, on est de retour dans Plus étrange que le paradis pour un 51e épisode pas piqué des hannetons. On est en bonne équipe encore une fois, alors auditeurs, mettez-vous bien à l'aise, montez un petit peu le son dans vos enceintes et on est parti pour une heure de découverte cinématographique et musicale. On va commencer tout de suite avec Damien Butcher. Salut Damien. Salut. Tu vas bien? Ça va, merci. De quoi tu vas nous causer ce soir, toi? Je continue ma petite thématique attrape-rêve. Oh. Avec un très joli nom pour cette thématique. Ouais, je fais encore quelques films comme ça, promis, je ferai pas toute l'année, mais voilà, j'ai encore 2-3 idées de films. 2019, t'es rêveur. Voilà, c'est ça. Et je vais vous parler d'un film qui s'appelle Johnny s'en va en guerre, en VO Johnny Got His Gun, de Dalton Trumbo, sorti en 71. Muy bien. On enchaînera ensuite avec Denis D2G. Salut Denis. Ça va? Bien, et toi? Ouais, très bien. Alors toi, t'es parti côté musique, un Côté petit musique, voilà le dernier album d'Amon Tobin qui est sorti il y a à peu près 2 mois. Qui et t'a qui tout chamboulé. Oui, qui m'a énormément plu et surtout parce que le petit père Amon est en train de changer un petit peu son fusil d'épaule et sa manière d'envisager la musique et je trouve ça remarquable. Il semblerait, tu nous en diras un petit peu plus en deuxième partie. Et en troisième partie, on retrouvera Julien Jabbar. Bonsoir Loïc. Tu vas bien toi? Ça va et toi? Ouais. Et aujourd'hui, je sais pas ce qui m'arrive parce que c'est la deuxième fois que je vous propose une comédie et je vous garantis une intro sans jeu de mots avec une mauvaise valeur ajoutée, glyphosate ou même gluten. Merci. Bon, pourtant, on se souvient de tes méfaits de la dernière fois. Exactement. Donc cette fois-ci, une intro un peu plus cool. Le quart d'heure japonais. Bah écoutez, je vous propose d'aller à la rencontre des Kamikaze Girls de Tetsuya Nakashima. Oui. Avec un film, je dirais un objet filmique non identifié. Ça fait coloré, bigarré. Qui va flasher vos rétines. Ouais, exactement. Ça date de 2004, pardon. On en parlera avec toi et on finira en beauté avec Pierre Lazy Pete. Hello. Toujours en beauté. Hello. Moi, je vais vous parler d'un groupe irlandais qui s'appelle Fontaine DC avec un premier album qui s'appelle, lui, Dogrel, sorti en 2019. Et bien voilà pour le menu très alléchant de ce 51e podcast et je laisse la parole à Damien pour ouvrir le bal. Alors, ma thématique rêve, là, pour le coup, on va plutôt être dans un cauchemar à moitié éveillé entre lyrisme pur et désillusion. Mais avant de vous parler de ce film, je vais vous parler de Dalton Trumbo, parce que ce mec-là est quand même écrivain, scénariste et réalisateur américain, et il a un parcours plutôt atypique dans le paysage américain. Donc, il naît dans le Colorado au début du XXe siècle. À l'âge de 20 ans, il part pour la Californie, et à la fin de ses études, il commence à écrire des articles en tant que journaliste indépendant. En 1933, il devient rédacteur en chef de la revue Hollywood Spectator, une publication de critiques cinématographiques. En 1938, de la même décennie, il écrit le roman Johnny s'en va en guerre. Il écrit également le scénario de son premier grand film, A Man to Remember, et il devient rapidement l'un des scénaristes les mieux payés d'Hollywood. En effet, il a une capacité, le bonhomme, à écrire très très rapidement des scénarios. En une journée, il peut proposer 3-4 versions d'une même scène. Donc le mec débite. Et ça va. Et voilà, exactement. En 1941, peu de temps après l'invasion allemande de l'URSS, alors que le Parti communiste USA vient de faire un virage à 180 degrés sur la question de l'entrée en guerre, Johnny s'en va en guerre est épuisé et l'extrême droite américaine fait pression sur lui et son éditeur pour obtenir une réédition. Alors pourquoi ? Tout simplement, à cette période, les nazis estiment que le pacifisme était synonyme de défaitisme, donc du coup ils voulaient bien prouver qu'après la guerre, c'est la carrière. Et donc du coup le roman de Trumbo n'est pas du tout dans cette optique-là, vous comprendrez avec le film. Donc ça va convaincre complètement Trumbo que c'est exactement le type de livre qu'il ne faut pas réimprimer avant la fin de la guerre. Donc il va jusqu'à informer le FBI des agissements de ses correspondants, ce qui va provoquer le début de ses ennuis
avec la sécurité américaine. Il est membre du Parti communiste pour info aux États-Unis de 1943 à 1948. En 1947, la House Un-American Activities Committee, la commission des activités anti-américaines, se réunit à Washington et commence des audiences afin de déterminer quels sont les individus déviants du monde hollywoodien. Trumbo fait partie des 10 d'Hollywood qui refusent de répondre à la question. Êtes-vous encore ou avez-vous été membre du Parti communiste ? Trumbo est condamné à une peine de prison qu'il effectue en 1950 pendant 11 mois. Il est inscrit donc sur la liste noire d'Hollywood, ce qui lui interdit de travailler dans le cinéma. Il va s'exiler au Mexique. Il va y rencontrer plutôt une personne sympa qui s'appelle Luis Buñuel. Et il va naître une relation amicale entre les deux hommes, entre les deux cinéastes. Il parle alors d'un projet qui lui tient à cœur, l'adaptation au cinéma de son livre qu'il a écrit en 1938, Johnny s'en va en guerre. Au Mexique, il continuera à écrire pour le cinéma américain à distance, sous des noms d'emprunt, pas le choix. À partir de 1957, tout contribue à affaiblir le pouvoir de la liste noire, et il sort officiellement de cette liste en 1960, lorsque Otto Preminger pour Exodus et puis Kirk Douglas pour Spartacus demandent que Dalton Trumbo soit crédité sous son vrai nom au générique. Joli. Donc c'est pas mal comme parcours. Ouais. Et du coup, il arrive enfin en 1971 à réaliser son unique film, parce que je précise bien qu'en tant que réalisateur, il n'en a réalisé qu'un, l'adaptation de son roman. Le film va être montré au Festival de Cannes. Il va recevoir les louanges de Jean Renoir et de Luis Buñuel. Il obtient le Grand Prix du jury à l'époque et Donald Trumbo mourra 5 ans plus tard d'un infarctus à l'âge de 70 ans. De quoi ça parle, Johnny s'en va en guerre ? On est le dernier jour de la Première Guerre mondiale. On suit John Bonham qui est sauvagement mutilé par un obus. Manchot, cul-de-jatte, muet, aveugle, il a perdu tous ses repères sensoriels et il ne lui reste plus que son cerveau pour penser, rêver et se souvenir de sa vie avant la guerre. Considéré comme un cobaye scientifique par des médecins qui le soignent avec intention, Joe souffre en silence, laissé à l'état de légume et tente de communiquer par tous les moyens pour qu'on lui accorde la mort. Que ferait-on si on n'avait plus l'usage de notre corps et de nos sens ? Pourrait-on continuer à vivre si la seule chose qui nous reste à faire est de nous réfugier dans nos pensées ? Ceci est tout simplement inimaginable et pourtant cette histoire a sûrement été réelle pour un certain nombre de soldats qui ont connu cette fameuse guerre qui a été une boucherie, qui est la Première Guerre mondiale. Pour dénoncer l'absurdité de la guerre, Trumbo n'a pas besoin de s'attarder sur des reconstitutions de batailles. Le film ne va pas du tout dans ce sens-là. Il s'interdit même toute complaisance dans le gore. Trumbo va même pas chercher une seule fois à nous montrer le corps mutilé de Johnny, qui est recouvert par des pansements et un drap blanc. Seuls quelques morceaux de peau restés intacts, un front, une poitrine, nous sont dévoilés avec une étonnante pudeur. Quand on pensait de Johnny, le recours systématique à la voix off n'apparaît pas comme une facilité, mais plutôt comme une évidence, puisque ce personnage est privé de dialogue avec tout son entourage. Trumbo, il a dit une phrase à l'époque que je trouve plutôt sympa. Il disait « Les chiffres nous ont déshumanisés. Les morts deviennent des héros et les blessés sont tenus à l'abri. Seul et coupé du monde, peut-on imaginer meilleur réquisitoire contre la guerre ?» La structure narrative de Johnny Got His Gun est audacieuse. On est dans les souvenirs en effet du personnage. Les rêves sont en couleur et la dualité du présent est en noir et blanc. Ce qui amplifie bien évidemment la tristesse de l'état de Johnny. À noter la performance assez exubérante et remarquable de Donald Sutherland qui joue Jésus. Que je trouvais plutôt cool. Et qui change l'eau en whisky. Hein. Et qui change l'eau en whisky, exactement. Il se souvient de sa fiancée, de sa timidité dans la découverte du premier amour, de ses relations avec son père, sublime séquence de la canne à pêche. Regardez le film pour comprendre. Toutes ces scènes sont poignantes car traitées avec beaucoup de tendresse et de pudeur. On s'identifie forcément avec le personnage et cela devient bouleversant. Trumbo ne s'attaque pas seulement à la folie militaire et au cynisme de la science, il va aussi également parler de l'hypocrisie de la religion, ce qui se rapproche, ça c'était un petit peu ce qui le rapproche de son grand ami Luis Buñuel, donc on reconnaît d'ailleurs la griffe grâce à un sens un petit peu de la caricature dans certains plans. Qu'en reste-t-il aujourd'hui ? Un caractère universel et intemporel de l'œuvre qui est conservé, à mes yeux, encore une force qui est encore hallucinante plus de 40 ans après au niveau de la réalisation. L'absurdité de la guerre sera toujours à démontrer et la vision de Johnny Got His Gun est une expérience douloureuse mais je pense nécessaire à tous pour comprendre ce qu'a pu être cette première guerre. Voilà. Un film dur, hein. Ouais, très dur. Difficilement. On va en parler. Alors, d'abord un petit passage sonore. Il n'y a pas vraiment de musique dans le film parce qu'on a vraiment cette musique un peu entêtante de musique militaire qui est dans l'introduction du film, mais qui n'est pas vraiment intéressante à écouter. Par contre, en faisant des recherches, j'ai appris que Metallica, dans l'album, c'est Justice for All, hein, je crois. Ouais, Justice for All. C'est Justice for All, c'est ça, avait samplé des passages du film.
et a carrément fait leur clip officiel avec des scènes du film. En fait, il y a carrément les scènes en noir et blanc qu'on voit du début, etc. Donc je me suis dit, pourquoi un petit Metallica. Un petit Metallica, voilà, on va écouter le morceau One. Et voilà. Et en fait, les paroles de la chanson One du groupe, en fait, sont inspirées des pensées du personnage, tout simplement. Quand vous traduisez. Avant de l'écouter, Denis, un petit mot à dire. Pour info, One a été à l'époque le clip le plus plébiscité par les auditeurs de MTV. Ah ouais. Ouais, ils avaient fait péter le standard pour qu'il soit diffusé et ils avaient jamais vu ça. Et c'était Metallica bien avant le Black Album et qui déjà avait une puissance de frappe phénoménale. Et le film avait permis. Moi, j'ai découvert le film grâce au clip de Metallica. Ouais. D'accord. Grâce à MTV. C'est beau. Non, mais aussi Metallica. Non, mais c'est marrant que oui, en effet, qu'ils ont écrit des paroles via ce film, quoi. Voilà. Merci Damien pour cette présentation. Tes 3 camarades de podcast de ce soir donneront leur avis juste après Metallica One. Et on continue à parler de Johnny s'en va en guerre avec Damien Butcher et les autres. Hein. Tu te sens pas tout seul, c'est bon? Moi j'ai dit ce que j'avais à dire. T'as dit ce que t'avais à dire? Bah c'est bon, tu peux te casser alors. Hein. Salut. Non. Qui veut dire un petit mot sur Johnny s'en va en guerre? Ah, Denis. Donc ouais, film que j'ai vu il y a déjà un bon bout de temps et puis que j'ai revu avec plaisir. On ne donnera pas d'âge. Non, merci, je vous remercie. Vous êtes trop aimable. Et ce qui est étonnant, c'est que ce film, j'en gardais 2 images. Je me rappelais plus forcément de tout ce qu'il y avait dans le film, mais 2 images. L'image de Jésus qui conduit son train avec ses foulards. Et cette image est incroyable. Et l'image de la nurse quand elle donne du plaisir. Voilà. Et c'était incroyable parce que je me rappelais que j'avais ressenti énormément de choses pendant ce film et je me rappelais que ces 2 images. Donc je l'ai revu vraiment avec un plaisir immense. C'est étonnant, enfin c'est pas étonnant, mais Trumbo a fait qu'un film, c'est pas le premier. Lawton aussi avait fait qu'un film et c'est des films qui sont majeurs. Et je le trouve mais magnifique. J'adore le fait de voir que ces souvenirs deviennent de plus en plus fous, de plus en plus irréels, de plus en plus surréalistes. Voilà, ça c'est magnifique et vraiment c'est vraiment un film incroyable. Voilà, je l'ai revu avec un plaisir immense. Et comment est-ce qu'on traite un film avec un personnage qui ne bouge pas, ne parle pas, comment vous l'avez ressenti vous? Juste, ouais, enfin en tout cas pour mon côté c'était de le ramener. Le rapport au père est magnifique, la scène avec la canne à pêche, cette espèce, enfin ce qui se passe autour du père, enfin je trouve ça bien, et de le ramener sur ses sentiments les plus profonds et qui l'ont animé jusqu'à ce moment où il devient invalide. Donc c'était vraiment ça pour moi. Chaque fois il va au fond de lui-même chercher ses sentiments. Ça j'ai trouvé magnifique. Pierre? Ouais, ce que t'as pas dit, Damien, c'est que faut quand même un mode d'emploi avant visionnage, c'est-à-dire qu'il faut être très très blindé psychologiquement avant de lancer le film, parce que moi je te cache pas que ça a été très éprouvant. J'ai eu du mal à le digérer même quelques jours après, parce que c'est un film vraiment très très claustrophobique. Après, on n'est pas sur un feel good movie. Hein. Pas du tout, non. Il n'y a aucun espoir. Et tu vois, donc moi je connaissais le statut culte du film. Après, bon, le propos de base, clairement, c'est un film antimilitariste possible, tu l'as évoqué. Mais ce que j'aimais aussi, c'est qu'il brasse beaucoup de thématiques un petit peu plus larges autour de la religion, autour de l'euthanasie. Et après, l'objet filmique, tu posais la question, Loïc, en quoi ça garde un rythme intéressant, comment etc. est-ce qu'on te fait un film avec ce personnage central? Justement, il y a de très bonnes idées de réal. Tu parlais de la couleur pour la vie passée, le noir et blanc pour le présent. L'idée de réel qui est super, c'est que les pensées en fait dans la tête de Joe se surexposent en fait au dialogue dans la salle, vu que les gens ne l'entendent pas. Donc ça, c'est assez fort. Et j'ai bien aimé notamment une scène avec un montage qui est super cut quand il essaye de se repérer dans le temps en comptant les jours, les années, etc. Ouais. Donc ça, c'est très très fort. Et la relation avec l'infirmière qui est vraiment belle. Après, je trouve qu'il a pris comment il devine un peu les éléments extérieurs par la chaleur sur son corps, le peu de sensibilité qu'il sent le soleil au bout d'1 an, c'est le pur bonheur qu'il ait jamais ressenti, donc c'est super beau. Et juste un petit coup de vue en termes de réal sur les scènes de rêverie, notamment avec Jésus, qui sont drôles mais qui ont pris un petit coup de vieux quand même, qui ont le côté justement un peu surréaliste à la Buñuel. Et avec le fil, tu sais, un petit peu à la feu de l'amour, là, très vaporeux, voilà, et qui apporte un côté un petit peu métaphysique, un peu boursouflé, qui sert pas trop le propos à mon avis. Et juste sur le rythme aussi, qui est un peu trop systémique, parce que une fois qu'on a compris qu'on passe de scène au présent, flashback, puis rêve, je trouve que c'est un peu redondant et répétitif sur la longueur, sachant que le film fait quand même 2 heures.
Mais la fin, je crois qu'elle va rester gravée, bien glaçante et traumatisante avec les derniers mots de Joe. Donc un film à voir clairement, mais faut être blindé les amis, hein. Vraiment. Accrochez-vous. Un petit mot de Julien Jabat. Alors, des fois que vous l'ayez pas compris, c'est un film culte, hein, voilà. Mais pour le coup, moi, je me suis vraiment pris une claque dans le sens où le message est vraiment transgénérationnel. Parce qu'à la base, on part d'un livre qu'il a écrit, une adaptation. Et il faut remettre aussi le contexte, c'est que c'est sorti pendant la guerre du Vietnam. Donc moi j'ai trouvé, tu peux voir le film aujourd'hui, c'est encore toute sa force, je trouve. C'est drôle parce que le roman est sorti entre les deux guerres et à l'aube de la Deuxième Guerre mondiale, et le film, lui, quant à lui, il est sorti en pleine guerre du Vietnam. Donc à chaque fois, il avait vraiment pas de chance vraiment au créneau. Par contre, là, il avait l'effet guerre du Vietnam qui, quand il est sorti le film, on commençait à avoir les mouvements de contestation contre la guerre du Vietnam, donc il est plutôt sorti au bon moment le film, par rapport au roman qui lui, c'est un peu compliqué. Il y a l'effet contre-productif avec ce que tu avais dit. Mais moi, par contre, je trouve, sur ce que tu as dit, Pierre, je suis moins d'accord dans le sens où justement tu as certaines phases avec le rêve, par exemple justement toutes les visions avec Jésus et ce qui va derrière, mais en fait ça amène un décalage dans le ton. Et justement, je trouve que ça dédramatise quand même vraiment clairement toute l'histoire. Et ça fait pas de mal. Justement, ça fait pas de mal. Des scènes méga fun non plus. Hein. C'est pas des scènes méga fun, mais il y a un moment où quand même tu sens que t'as Jésus qui te lâche, quoi. Enfin, je veux dire, là, tu te dis effectivement, tu peux abandonner. Même tout Jésus espoir. te dit, ah ouais, en fait, finalement, mec, il n'y a plus d'espoir. Je crois que là, tu peux y aller. Et t'as un tel décalage dans le ton. J'ai trouvé ça, franchement bien amené, quoi. Après, il y a aussi le point que tu as précisé, mais il faut aussi remettre tout le contexte sur aussi Donald Trumbo, parce que tu l'as dit, il faisait partie des 10 d'Hollywood. C'est un des rares qui est allé en tôle. Il a aussi eu, il était non crédité, mais il a aussi eu deux Academy Awards. Et après, il a été crédité seulement justement pour Spartacus. Mais moi j'ai trouvé, je connaissais très peu l'homme, et je me suis intéressé à lui. Et c'est vrai que c'est rare de voir pour l'époque. Il est vraiment resté sur ses convictions. Ouais. Vous l'avez compris, il faut voir, il faut découvrir ou redécouvrir Johnny s'en va en guerre pour toute une foultitude de raisons. On va enchaîner, hein, parce que on n'a pas la soirée. Et c'est Denis qui s'y colle pour un premier album. Exact. Amon Tobin, dernier album, Long Stories, qui est sorti en 2019. Donc Amon Tobin, 47 ans, brésilien. Amon Tobin. Alors c'est un Brésilien, mais surtout un baroudeur. Il a vécu un peu partout dans le monde. Une vingtaine d'albums au compteur, donc c'est difficile de les compter car il a beaucoup de pseudos, dont un, Two Fingers, en duo avec Joe Sapman pour des prods beaucoup plus hip-hop. Donc ça a été un des papes du label Ninja Tune pendant plus de 15 ans et il a créé son propre label fin 2018 qui s'appelle No Mark. Donc il est actuellement dans une période de productivité intense, voire surproductivité, car il prévoit de sortir 7 albums en 12 mois. Là, dans les 6 premiers mois, il en a déjà sorti 3, donc 2 sous le nom d'Amon Tobin et 1 sous un pseudo, Only Shy Tyrant. L'album s'appelle Time to Run et c'est assez particulier, c'est que des samples de rock. Et il recompose des morceaux de rock avec des samples. Bon, je l'ai passé à côté, je l'ai redécouvert en préparant la chronique, c'est assez amusant. Donc ce qui est important, c'est de voir aussi qu'Amon Tobin, il ne se considère pas comme un musicien. Pour lui, un musicien, c'est quelqu'un qui maîtrise un instrument. Lui, il ne maîtrise pas un instrument. Il dit « je suis un échantillonneur ». Voilà. Avant tout ça, surtout, c'est un fou de son. Et pas forcément de musique, car il le dit en interview, je n'écoute pas de musique car je fais de la musique en permanence et j'écoute seulement ce que je suis en train de faire. Et quand il va aller chercher des sons, peu importe que ça soit un truc hyper commercial ou un truc barré dans un truc de jazz hyper minimaliste, il va chercher le son, il cherche que le son. Et cette envie d'aller chercher des sons l'amène des fois à des techniques d'enregistrement complètement loufoques. Donc pour ceux qui ont vu le film sur l'enregistrement Foley Rooms, l'album qui est sorti en 2007, on le voit complètement hilar avec son ingé son, où ils essayent d'enregistrer les pas d'une fourmi sur du papier alu. Donc voilà, après pour le remettre dans un morceau. Donc ça donne un peu le bonhomme où il en est. Nerd. Et pour cet album, Amon Tobin s'est entiché d'un son d'un vieux synthé Suzuki. Suzuki faisait des synthés en 1980 qui s'appelle l'Omnicore, qui a des instruments les plus laids que j'ai jamais vus. Alors je le prouve, alors c'est pas du tout. Il nous a ramené une photo. Mais je vous ai ramené une photo de dégueulasse. l'Omnicore. C'est dans le mauvais sens. On dirait un jouet assez incroyable. Cool. On dirait un Atari. C'est vraiment impressionnant. Une dictée magique répondeur. Alors, il faut savoir que l'Omnicore est censé imiter le son de la harpe
Et moi, ce que je retiens de cette histoire, c'est que les ingénieurs japonais de Suzuki en 1981 n'avaient pas le même système auditif que nous. Parce que non, ça ne ressemble pas à la harpe quand on écoute les sons originaux. Bon, ça ne gêne pas Amon Tobin, qui prend l'omnicore, qu'il passe à travers ses reverbs, après toutes ses pédales d'effet, enfin ce que l'on veut, et ça lui permet de commencer à faire un morceau, puis 2, puis 3, et rapidement il se retrouve avec un album. Donc il décide de l'éditer et c'est un album qui confirme le virage pris avec l'album précédent qui est sorti 4 mois auparavant, qui s'appelle Fear in the Handful of Dust, qui marque une profonde évolution de ses productions. C'est l'album de la maturité. Alors, je ne pense pas, je pense qu'il est sur autre chose, mais on y reviendra après. Amon Tobin, il est issu de la jungle, la drum and bass, avec des sons très organiques, beaucoup de samples de jazz. Ensuite, il est parti sur des ambiances un peu plus sombres, un peu plus poisseuses, mais toujours avec des rythmes tordus, des morceaux cassés. Et les 2 derniers albums, on est sur de l'ambiance faussement tranquille, mais de l'ambiance quand même. Et surtout sur des tonalités, la totalité des rythmes ont quasiment disparu. On est sur des choses qui sont extrêmement simples quand on a du rythme. Donc on est vraiment sur une production totalement différente de ce qu'il faisait jusqu'à présent. Moi, je ne m'écoute pas d'écouter cet album, je ne m'en lasse pas. J'adore les ambiances qu'il arrive à poser. Et quand je situe cet album dans la prod d'Amon Tobin, je sens une immense liberté de création. La liberté d'un gars qui a explosé tous les carcans musicaux depuis 20 ans dans lesquels il était, et que là, il est en pleine possession de son art. Et cette liberté, il la revendique totalement en interview. Il explique qu'il veut faire de la musique toute la journée. Et ce qui l'intéresse, c'est j'aimerais construire ma propre communauté, produire des morceaux pour peut-être moins de gens, mais en tout cas des morceaux qui comptent vraiment pour eux. Qu'est-ce qu'il entend par communauté ? C'est-à-dire, j'y reviens après dans le modèle économique qu'il est en train de faire avec son label, donc qui s'appelle No Mark. Donc, pour l'instant, cette liberté et cette communauté, ça semble être possible, avec 2 moyens de production. Long Story a été financé seulement avec du crowdfunding dans un premier temps. En 3 semaines, il a levé 250% du coût de l'album, donc tranquille. Et il propose aussi avec son label, No Mark, c'est pour $60 par an, tu reçois l'ensemble des sons qu'il produit chaque jour. Il te les envoie automatiquement. Bref, Amon Tobin est dans une autre logique de... Pardon ? Est-ce qu'il y a la fourmi ? C'est ça qui m'intéresse. Là, j'espère qu'il va la ressortir. Donc, Amon Tobin est vraiment dans une logique de je produis, je ne me pose plus de questions du format album, même s'il sort des albums. Mais en tout cas, si vous adhérez à la communauté, vous avez tout. Je vous donne tout. C'est une secte en fait. On ne sait pas jusqu'où ça va aller, mais en tout cas, voilà, je ne sais pas ce que ça va donner. Mais en tout cas, je trouve que l'album est remarquable. Alors après, on va en parler parce qu'on va écouter le morceau Red Moon maintenant. Et après, vous allez me dire si vous êtes prêt à lâcher $60 par an pour écouter Amon Tobin. Alors, pour relativiser ça, c'est un modèle qui existe déjà et c'est le système de Patreon qui est pas très utilisé en France, mais beaucoup plus aux États-Unis, où justement tu sponsorises un artiste pour l'intégralité de son travail et t'achètes pas un album comme sur Bandcamp ou quoi. Et effectivement, il t'envoie régulièrement des productions. Mais c'est des tips en fait. Ouais, c'est du mécénat collectif en fait. Et ça marche de mieux en mieux. Il y a pas mal de groupes qui se tournent vers ça parce que ça assure quand même aussi une pérennité à ton travail. On va voir si tes collègues de podcast ont été séduits par le virage artistique d'Amon Tobin juste après l'avoir écouté avec le morceau Red Moon. Et on va tout de suite donner la parole à Julien pour savoir ce que t'en penses. Il est lancé, on l'arrête. Ça y est, on est parti. Moi, quand on est toujours face à ce genre d'œuvre, je me pose la question, je me dis, est-ce que je suis pas à moitié dans un magasin d'attrape-rêve ou une pub pour les produits laitiers ? Et là, je dois avouer que j'ai revu ma propre impression autrement, parce qu'en fait, j'ai essayé d'écouter d'autres choses, et ce que tu as dit est vrai, c'est-à-dire qu'en fait, je reconnais... J'espère bien. C'est-à-dire qu'effectivement, là, c'est vraiment un tournant dans sa carrière, parce que ce qu'il a fait avant, moi, j'ai écouté aussi d'autres choses, par exemple, là, je sais pas que c'était son pseudo, mais Two Fingers. Effectivement, moi, ça m'a plus rappelé ce qu'on pouvait entendre sur iTunes ou d'autres choses dans le genre. Et là, je dois avouer que ce genre de musique, quand tu es là, c'est de l'ambiante ou de la minimaliste, ou tu définis ça comment, toi, Denis ?
Non, rien. C'est de l'ambiance. C'est de l'ambiance, quoi. mais j'aime pas le mot ambiante. Après, Oui. on peut dire ça comme ça. En sachant que, juste pour revenir, Toe Fingers, il a sorti un truc il y a pas bien longtemps et c'est encore ça bourrine à mort, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. C'est pour ça que je te dis, j'ai voulu réviser mon jugement en écoutant d'autres choses et effectivement, oui, le réduire à la trappe-rêve, oui, c'était un petit peu compliqué, quoi. Mais ça se laisse s'écouter. Moi, j'adore ce genre de musique pour me mettre dans l'ambiance, tu vois, pour travailler ou même, tu vois, pour... ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Pour faire la vaisselle ou pas? Tout le côté bubble. Non, ça m'a beaucoup plu. Bon, mon D2G qui me présente un album full synthé, franchement. Là, c'est 2019, quoi. Waouh! Full Omnicore. Omnicore. Donc, moi, j'ai été très assidu. J'ai fait 3 écoutes. Voilà, je tiens à le préciser, sur 3 systèmes son différents. Ah non. Les bandeurs, ça commence mal. Et franchement, c'est un album qu'il faut écouter au casque. Très sincèrement, en mono. Non, en stéréo, Dolby Surround, Dolby Atmos. Donc, je sais pas quoi te dire là-dessus. J'ai apprécié, mais ça m'a pas transcendé en fait. J'ai trouvé, pour moi, c'est vraiment de l'ambiance stricto sensu, quoi. Dans le texte, il y a rien d'innovant, je trouve. Et j'aime bien le côté très, ça doit être le son de l'instrument, le côté organique, ça tu le ressens bien. Ouais, Damien disait un côté un peu nature et découverte. Je vais pas être aussi méchant que ça, mais voilà, t'as un côté assez organique là-dessus. Par contre, j'ai trouvé ça un petit peu emmerdifiant sur la globalité de l'album. C'est que 30 minutes. Hein. Et après, ce qui est bien, c'est que c'est une piste finalement, Oui, quoi. c'est ça. Donc tu te rends pas compte quand ça finit, quand ça commence. Donc voilà, mais il y en a plusieurs pistes. oui, il y en a plusieurs. Tu connais l'oreille de l'expert. Mais il y a un tout cohérent, quoi. Je pense qu'il a voulu le faire comme un concept album, j'imagine, quoi. Donc voilà, pas transcendant, mais en tout cas, tu m'as donné envie de découvrir le mec que je connais très peu. Et apparemment, il est très. Si tu goûtes les premières prods, c'est un truc de fou. Ouais, c'est vraiment un truc c'est un fou furieux. Et pourquoi cet album plus que d'autres de lui? Mais parce que je trouve que le virage qu'il est en train de prendre actuellement, il a poussé au paroxysme en 2011 avec l'album qui s'appelle Hicham de travailler au plus loin le travail sur le son, sur les rythmes, sur casser des morceaux. C'est super intéressant. Et là, il revient à des choses différentes que moi je trouve extrêmement profondes. Pourquoi j'ai du mal à appeler ça ambiante? Parce que moi l'ambiance ça m'emmerde, quoi, vraiment. Alors que voilà, et pour moi là on est sur autre chose. On est sur quelque chose de beaucoup plus viscéral. Ça j'aime bien. Et voilà, c'est pour ça que j'arrive pas à le considérer comme quelque chose d'ambiante, parce que c'est vraiment, quand je dis que je l'écoute régulièrement, je l'écoute vraiment beaucoup. Et chaque fois j'ai l'impression de redécouvrir, de me relaisser bercer par cette musique. Donc c'est pas la démarche en tant que telle que tu salues, c'est vraiment l'album en lui-même que tu kiffes. J'aime beaucoup l'album et ça me permettait de parler de l'artiste en disant il y a un gars qui prend un virage important. C'est pour moi un album qui est un artiste qui est important dans les années 90-2000 et qui continue et qui, à mon avis, va continuer à marquer parce que la démarche qu'il est en train de prendre et ce qu'il est en train de poser, ça va amener d'autres choses obligatoirement. Et voilà, c'est pour ça que j'avais envie de parler de cet album. Écoute, moi à la base j'étais pas très connaisseur du mec, j'étais resté sur des trucs que j'avais entendus de lui. En effet, c'était des trucs un peu mélodieux, souvent bruyants, un peu expérimental, et j'étais resté sur un truc qui me plaisait pas. J'avais quand même écouté son album qui était sorti en 2000 qui s'appelait Super Modified. C'est un de ses gros albums connus, et c'est sorti il y a longtemps, mais j'avais écouté bien après 2000, et à l'époque j'avais plutôt bien aimé. Par contre, cet album-là, alors, je suis un peu partagé aussi. C'est-à-dire qu'en fait, la cohésion, elle est complètement parfaite. En effet, on sent qu'il y a un esprit. Moi, je l'ai écouté un peu comme une BO. En effet, je me suis un peu fait mon film dans ma tête. On est un peu dans des trucs très. Ça va loin des fois, mais je suis un peu d'accord avec Pierre. Par contre, il y a le côté redondant qui m'ennuie. On est quand même sur un format, tu dis, de quoi, 35 minutes, 30 minutes. C'est quand même court pour un format d'album, mais j'ai trouvé que c'est quand même long sur la fin. Ça tourne un peu en boucle. Alors, pour le côté casque, je veux bien te croire. Moi, je l'ai écouté avec un bon son, mais je peux comprendre peut-être qu'au casque, on gagne en saveur. Mais des fois je l'ai trouvé un peu bruyant gratuitement l'album, et des fois il y a des sons je comprenais pas ce qu'il voulait faire et tout. Alors il y a deux morceaux que j'aime beaucoup. Par contre, il y en a un qui s'appelle Dust for a Duster, qui est pour moi le meilleur morceau de l'album, et il y a un autre morceau qui m'a fait rire qui s'appelait One Shy Morning, et quand j'ai voulu aller chercher sur internet voir s'il y avait un clip, un truc, j'ai vu une note sur une interview de Tobin qui disait ce son c'est comme Margot Robbie, excusez-moi. Pardon. Lapsus. Margot Robbie, l'actrice de Suicide Squad et de Loup Wall Street, chevauchant une licorne en direction du soleil juste avant que le monde n'explose et qu'il ne subsiste qu'un fantôme d'amour. Voilà, déjà, donc le mec prend beaucoup de LSD déjà, mais voilà.
Non, mais en soi, je pense que le gars, il a une faculté à créer des trucs de fou, mais je sais pas, sur cet album-là, je sais pas si c'est à voir ce qu'il fera par la suite, en effet, ce virage, est-ce que c'est un virage et tout. Donc ça m'a fait un peu voyager, mais il y a une partie qui m'a ennuyé aussi. Donc je suis un peu le cul entre deux chaises avec cet album, je t'avoue. Voilà, c'est un peu ce que j'ai ressenti. Une quelques moments d'évasion avec 2-3 morceaux, et puis des moments un peu d'ennui. Voilà, donc je suis un peu partagé. Du coup, t'as pensé à Margot Robbie, donc ça. Voilà, c'est ça m'a aidé. Du coup. Voilà. Là, je suis surpris de vos réactions, les gars. Je m'attendais à ce que vous soyez plus à fond derrière Amon Tobin. On enchaîne tout de suite, parce que j'ai pas de transition. Et puis, quelle transition on peut trouver pour parler de l'objet dont Julien Jabas souhaite nous parler ce soir, J'avoue que l'exercice est assez difficile dans le style. Donc, je vais pas essayer, je vais juste te laisser nous raconter tout ça. Ça marche. Aujourd'hui, du coup, en guise d'introduction, je vais vous proposer une recette pour notre réal du jour. Alors, vous prenez une base de Pedro Almodovar, vous le laissez mariner durant toute son enfance dans un court bouillon de manga. J'ai peur. Oh. J'ai très peur Ce de n'est que le là où tu début. vas. Ce n'est que le début. Vous le laissez imbiber de séries de super-héros, de publicités complètement hystériques. Une fois bien infusé, vous saupoudrez le tout avec des comédies musicales classiques des grands studios hollywoodiens. À ce stade, vous allez avoir un Nakashima qui aura fait ses preuves dans le domaine publicitaire et qui aura imprégné de son goût, tout simplement, le second segment de l'excellent et barré Bacarayo en 1988. Fin des années 90, il fera 2 co-réalisations, Un été à toute épreuve et Beautiful Sunday. On arrive maintenant à un Nakashima qui cherche à retransmettre pleinement sa saveur aux commandes de ses réalisations. Donc c'est des films qui sont centrés sur des personnages féminins et saturés de couleurs acidulées. Ce qui va aboutir à Kamikaze Girls et Memories of Matsuko que notre Butcher nous a présenté ici même. En 2010, Nakashima arrive à maturité avec Confession, qui sera présenté aux Oscars dans la catégorie du meilleur film étranger, puis réalisera en 2014 The Word of Kanako. Vous aurez alors un Nakashima qui, au fil de sa carrière et de sa filmographie... C'est les évolutions du Nakashima. Exactement. La 3e transformation. Et donc au fil de sa filmo, il aura eu beaucoup de choses à dire, comme principalement sur les rapports parents-enfants, l'état de victime, la violence ou la vengeance. Parce que ce qui le motive en fait, c'est de vivre une vie qui vaille la peine d'être vécue et de montrer jusqu'où ces personnages sont prêts à aller lorsqu'ils sont persuadés d'avoir raison. Donc, si vous avez un peu suivi mon histoire, là on se place au début de sa filmographie. Qui dit premier film dit aussi plein d'idées de réalisation. Et là, disons qu'il a une idée de base simple. C'est la rencontre entre Momoko, qui est campée par Kyoko Fukada, et Dichiko, qui est interprétée par Anna Tsuchiyada. Mais disons qu'il a vraiment mis beaucoup d'idées, quoi. Alors la première, Momoko, appartient à la culture des Lolitas qui vénèrent le rococo et tout ce qui est mignon. Donc au Japon, Exactement. Et au Japon, la Lolita n'est pas obligatoirement une chanteuse signée par Mylène Farmer, mais un vrai courant vestimentaire qui s'inspire des poupées victoriennes en porcelaine. On avait dit quoi sur les jeux de mots? Et donc Ichiko, qui est la seconde, avec son gang de motards, les Ponytails, qui se fait un devoir de vivre et de périr comme une Yankee. Alors les Yankees, c'est des groupes de mineurs délinquants au Japon dont l'obsession est de ressembler aux voyous gominés des États-Unis dans les années 50. Alors le tout est traité avec un humour décalé à la japonaise, couplé avec une mise en scène qui cadence le rythme du film. Pour vous expliquer, le premier tiers du film comprend un accident de scooter, l'apologie du rococo en France au XVIIIe siècle, une parodie publicité pour des magasins Jusco, l'analyse du cycle de vie des survêtements et leur attrait que les gangsters ont pour eux. Versace. On y arrive aussi, la biographie ubuesque des parents de l'héroïne et surtout le focus sur l'industrie de la contrefaçon avec les Versace. Donc voilà, plein de choses qui sont amenées, le tout débité à un rythme assez hallucinant. Le reste du film sera concentré sur l'amitié compliquée entre les deux adolescentes qui sont embourbées dans leur vie banale d'une petite ville de province japonaise. Alors présenté comme ça, ce que je vous explique, ça n'a pas l'air d'être la révolution dans l'histoire du cinéma. Mais ce que je voulais vous dire par rapport à ce film, c'est qu'il y a 2 points. Le premier, en fait, c'est tout d'abord,
un des aspects culturels du Japon qui est abordé, c'est sa jeunesse. C'est une jeunesse qui cherche toujours à se distinguer, à se rebeller contre les règles du monde, des adultes, affirmer leur individualité. Enfin, voilà, tout faire pour se rebeller, quoi que ce soit avec leur look ou avec leur attitude improbable. Et ce qui est encore plus limite la méta, c'est que des années plus tard, ils deviendront ces mêmes adultes très conformistes, qui travaillent dans des grandes films, des femmes au foyer respectables, qu'ils exècrent tant. Donc ça, je trouve que c'est assez méta dans l'approche. Et surtout, je vais vous parler de ce métrage, parce qu'en fait, pour moi, c'est un objet filmique les plus intéressants de la première partie du 21e siècle. Alors là, vendu comme ça, c'est gros, mais pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est ni un film, ni une adaptation de manga, mais c'est ce qui est le plus proche concrètement d'un manga avec de vrais acteurs. Ouais. Là, Nakashima, il a capitalisé sur ce qu'il connaissait, il a exploité les codes pour mieux diriger ses acteurs. On part d'une adaptation d'un roman de shoujo. Alors le shoujo, pour vous expliquer, c'est en général ce qui est assimilé à la littérature et les mangas pour filles, et il l'a transposé avec des codes de shonen. Donc c'est la même chose, mais pour les garçons. Et en fait, il reprend, alors on a des personnages principaux, c'est des laissés pour compte, que tout oppose, ils vont tout faire pour avoir leurs affinités, et ils arrivent enfin à leurs idéaux, le tout présenté avec une voix off. Là, on est clairement sur le manga, mais avec des personnages. D'un point de vue technique aussi, on est littéralement, alors là, c'est une orgie visuelle. Je peux pas dire autrement parce qu'on a un véritable feu d'artifice de couleurs. Des fois, c'est un peu surexposé et des fois, et des paix surtout. Et oui, y a de la couleur, il y a de l'odeur, hein, voilà, on est d'accord. Et aussi, des fois, je trouve, c'est poussé à la saturation avec des fois l'adjonction de filtres. Bon, on joue sur l'effet, sur le kitsch, sur le rétro. Je dirais qu'il y a une approche assez pittoresque de la mise en scène parce qu'on a une superposition de techniques. Alors il y a des plans tournés en DV, il y a des scènes d'animation, le tout sur un montage assez dynamique et qui porte le film. Et je trouve que au final on y prend goût. Et en gros, c'est un manga avec de vrais acteurs. Et c'est pour ça que je trouve le film assez intéressant pour ce fait en fait. Merci pour cette présentation et à titre personnel, je te dis merci d'avoir présenté ce film parce que si tu l'avais pas fait, c'est moi qui m'y serais collé à un moment. Oh, donc ça c'est cool. On va s'écouter un petit morceau. Je te laisse en dire un mot et puis on reviendra en discuter plus longuement. Très bien. Juste pour une fois, j'ai la chance parce que j'ai un film où il y a une vraie BO dessus, il y a des choses qu'on peut exploiter. La BO a été, elle aussi, pensée comme une série d'animation. Et ça me permet de vous dire juste 2 petits mots sur la personne à qui on a confié le travail, c'est Yoko Kanno. Alors, vraiment de manière très simple, elle a été la référence en termes de bande originale d'animation pendant près de 25 ans au Japon. C'est un peu la Hans Zimmer de l'animation japonaise, mais en un peu plus sexy quand même. En Lolita. En Lolita, t'as tout compris. Voilà, donc, Bernard Minet. Exactement, elle a contribué au succès de la série Cowboy Bebop, parce que c'est vraiment elle qui était derrière toute la programmation musicale, et ça a vraiment fait que ça a été un carton. Il y a d'autres séries, mais je suis pas là pour parler d'autres choses. Ouais, on va s'écouter. Exactement, on va s'écouter donc She Said, qui est interprétée par Yoko Kanno. C'est parti. Et voilà, si cet interlude musical vous a semblé mielleux, vous n'avez encore rien vu en matière de diffusion émotionnelle. Et pour vous en faire une idée, il faudra regarder Kamikaze Girl. Moi je te disais avant d'écouter le morceau, c'est une grosse claque de mes jeunes années. En 2004, tu disais, moi j'avais 17 piges. Et je pense que ça coïncide vraiment avec la découverte en France d'un cinéma adolescent, mais avec des enjeux dramatiques totalement intenses. Et enfin, tu vois, il y avait Crow Zero qui était sorti à peu près à la même époque. Et puis c'est un vrai genre cinématographique au Japon, le film de collège, enfin les héros en uniforme de scolaire et tout. Il y a vraiment toute une esthétique, toute une gamme d'émotions qui va un petit peu dans ce cinéma-là. Et quand tu regardes Kamikaze Girl, mais faut pas cligner des yeux, sinon tu rates des trucs. Oui, mais pour autant, c'est pas comme tu parlais du manga live, parce que le terme c'est le manga live, les acteurs et tout. On est en pleine, justement, au début des années 2000, il y a eu toute une vague de cinéma qui a voulu adapter les mangas en live, où je trouvais que c'était souvent très cheap et mal fait. Là, il n'y a pas qu'une vraie volonté d'adapter ça en manga, tu vois, il y a vraiment Non, il y a un langage qui est cinématographique, vraiment. Mais quand je dis les fusions émotionnelles et tout, par contre, il y a ce côté grandiloquent. Qui est propre au manga papier habituellement et que là tu retrouves mais à l'identique quoi. Et c'est je trouve la force de ce film là. Et puis en plus il y a plusieurs films dans un seul film en termes d'esthétique, en termes de rythme, en termes de montage, c'était une dinguerie quoi à l'époque. C'est un pot pourri quoi. Ouais. Après c'est loin d'être
dénué de défauts, tu vois, mais c'est tellement candide, tellement intense, tellement pur, quoi. Ça sent la nostalgie, tout ça. Mais moi, je suis sachant que la Si personne vous avez- qui vous parle n'aimait pas Scott Pilgrim. Hein, donc, voilà. Mais Ça je l'ai donnera peut-être pas vu à la bonne époque. J'étais trop vieux au moment de Scott Pilgrim. Mais en tout cas, Kamikaze Girl, je l'ai vu pile au bon moment, tu vois, à 16-17 ans. Et c'était idéal, quoi. Comme cinéma, à ce moment-là, tu te tapes, mais un kiff visuel et émotionnel. Vous en avez pensé quoi, les gars? Allez, Damien. Je suis chaud, j'ai envie d'en parler. Non, je suis content que tu l'aies chroniqué le film parce que du coup, comme j'avais chroniqué, le seul film que j'avais vu du réel, c'était celui en effet Memory of Matsuko que j'avais chroniqué il y a quelques temps dans l'émission. Et du coup, je voulais découvrir son autre film culte. Apparemment, j'en avais déjà parlé et tout. C'était apparemment le film à voir du réalisateur 10 ans plus tôt, quoi. Et donc, c'était un peu la honte de ne pas l'avoir vu, quoi. Donc, pour ma part, je le mettrais peut-être pas aussi haut que Memory of Matsuko en termes d'intention de réal, parce que forcément, il y a quand même 15 ans d'écart entre les deux films, c'est quand même pas les mêmes exigences. Il a travaillé un petit peu son sujet, après voilà, il a travaillé... mais ça reste dans le même acabit, c'est-à-dire un film complètement what the fuck, tendre, habité. Mais quand je dis tendre, je pense vraiment au mot tendre et surtout touchant. C'est un film qui est super touchant après tout, quoi. Parce que par rapport à moi, c'est ça que j'ai aimé dans ce film-là, c'est que c'est de l'outrance sans complexe. En effet, tu l'as très bien cité, Loïc, donc, que ce soit dans les décors, les costumes, la mise en scène, tout ça. Mais c'est jamais ridicule une seule fois. Moi, je trouve ça. Tu parlais de la jeunesse japonaise. En effet, on est sur un film, bien sûr, c'est très grossier. On va parler des angoisses de ces japonais, de ces otaku, de ces gangs, etc. Mais c'est certes, pour moi, dans l'ensemble, c'est sauvage, c'est drôle, mais ça reste touchant et c'est plutôt bien foutu pour un. Et alors, c'est pas vraiment son premier film. Il avait fait d'autres trucs avant, mais moins. Mais ça reste avec pour un premier film où il a eu de l'argent à faire là-dessus. Je trouve qu'il s'en est bien sorti. Et en effet, ce côté manga qui ressort, je trouve que ça habille le film. C'est un bonbon acidulé. Peut-être trop par moment, je peux le comprendre. Si tu connais pas trop le genre de ce cinéma, tu te prends ça en pleine face, tu sais pas ce que tu regardes, je peux comprendre. Mais non, c'est un vrai bel objet et il y a vraiment un message derrière. Je trouve que c'est plutôt cool. Denis. Pour rebondir sur ce qui a été, moi j'ai beaucoup aimé, j'ai pris beaucoup de plaisir. En effet, c'est extrêmement touchant. L'adolescent en toi. Et pour moi, ce qui porte le film, c'est donc celle qui joue Momoko, justement, et qui est à fond dans son délire rococo, mais qui est jamais nunuche. C'est ça qui est étonnant. Elle est toujours sur le fil. Elle est super mature, en plus, sur le fil. Super girl power. Elle est incroyable. Et ce que je trouve dingue, c'est qu'à un moment, à la fin, elle devient un peu badass et tout, et là, elle joue, tu t'aperçois de l'actrice, quoi. Je trouve que vraiment elle tient le film et que c'est ce qui permet au film de te tenir sur cette ligne, sur ce fil, parce que ça peut vite tomber dans le grand n'importe quoi et voilà, mais elle tient le truc. Voilà, donc vraiment je me suis amusé, j'ai trouvé ça bien, j'ai adoré voir arriver le mec, l'homme licorne avec sa banane. Mais c'est fabuleux. Ce mec est fabuleux. Ce mec est fabuleux. Ce qu'il faut savoir par rapport à ce fameux homme banane Ryuji, c'est qu'en fait, il a fait son origin story. Alors, j'ai pas pu le voir sur le DVD que j'ai là, mais sur la nouvelle version, il y a un court métrage. C'est The Origin. Alors, je te recite le nom exact. C'est The Birth of Unicorn Ryuji. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois toute sa jeunesse, tu vois sa banane. L'histoire de sa banane qui pousse et tout. Et je me suis dit, là, il avait pas pu le mettre, et là, il l'a mis là-dedans. Et j'ai troué ça tellement énorme. C'est suivant. Il y a des plans où on voit la banane qui rentre dans le plan par le mec. C'est excellent, quoi. Donc, ouais, un excellent moment. Ouais. Et Pierre, pour finir. Ça vous a fait plaisir. Bon, mon très cher Jabba-sama. Je vais un peu casser l'ambiance. Mais moi j'ai trouvé que c'était vraiment une purge japonisante mais insupportable. Donc t'as vomi des yeux en fait. Non, sérieusement, il y a très peu de choses à sauver dans ce film. L'acting, il est c'est surtout toi qui n'es pas à sauver. Pas crête, les amis, mais l'acting, il est nul à chier. Non, je partage pas. La photographie fluo, ok, ça sert le propos, mais foncièrement, c'est laid, c'est moche. C'est un film laid, quoi, mais vraiment moche. C'est un film pop. Et à la limite, oui, non, mais ok. Là, on sort les arguments de haut vol. Hein. Et la première partie du film, allez, tu peux à la limite la sauver parce que ça titille un peu ton intérêt. T'as plus ou moins la satire de la société de consommation japonaise avec le Jasco et tout. Ouais. Donc tu te demandes où ça va aller. Et ensuite, mais toute la deuxième partie, ça part dans une histoire d'amitié, mais kawaii, mais dans le stricto sensu, c'est-à-dire vraiment nul, ras des pâquerettes. Et comme les persos sont des grosses caricatures, à aucun moment tu arrives à t'attacher. Moi, je me suis emmerdé pendant 2 heures, quoi. C'était
l'horreur, c'est interminable. C'est beaucoup trop long pour ce que ça... Non mais, moi je suis ressorti de la séance, j'ai été énervé parce que là on parle, c'est une représentation des mangas, etc. Mais non, mais moi j'aime les mangas, mais j'aime pas ce film, quoi. C'est horrible. C'est que les CNN. C'est horrible, quoi. Et au final, c'est ça qui m'énerve, c'est que de la poudre aux yeux, parce qu'au final, c'est un teenage movie, mais ultra bas de plafond, et qui a un enrobage un peu stylé, original, début des années 2000, qui a dû parler quelques adolescents autour de la table. Mais c'est... Franchement, la morale de l'histoire, ça n'a rien à raconter et c'est croire en tes rêves. On est à ce niveau-là en fait de message, quoi. Ouais. Donc voilà. Et qu'est-ce qu'il y a de mal à croire en ses rêves? C'est vrai. C'est Johnny Vatangar qui m'a. Non, moi je partage pas. Denis. Ouais, moi je trouve que donc j'en reviens toujours à Momoko parce que c'est vraiment pour moi le personnage central, qui tient et voilà. Allez, c'est la voix sur tout le film. C'est à travers ses yeux qu'on voit. On est sur quelqu'un qui est issu d'un milieu peu favorisé, on va dire, et avec son délire rococo, tout ce que ça amène derrière, la manière dont elle se construit dans ce style-là, et ce que ça amène, moi j'ai trouvé ça super amusant parce que ça peut être enfin ça aurait pu être grotesque, ça pourrait être nunuche et tout, et t'as une femme. Enfin, une jeune fille qui se construit dans son univers et qui arrive avec d'autres choses, à rencontrer d'autres gens. Enfin, et je trouve ça assez amusant. Justement, le film, il aurait pu être intéressant de parler de ce Japon, justement, entre modernité, tradition, etc. Là, on voit des caricatures de personnages. Non, mais c'est pas des caricatures. L'idée, c'est que tu dis la deuxième partie du film. Vous croyez à cette histoire d'amitié ? Vous croyez à cette histoire d'amitié ? Justement, l'idée de parler d'une amitié de la manière la plus simple possible, en utilisant des artifices et des couleurs et excessives et des émotions excessives. Et des persos auxquels tu crois pas, qui sont des caricatures ambulantes. Mais non, mais justement, tu sais, c'est un peu comme dans Vice Versa, tu vois, c'est les émotions qui parlent le but ne soit pas que les personnages soient réalistes, ils le sont pas à aucun moment. Vice Versa, quand même, non, mais si, moi je vois ça comme ça, comme les émotions qui explosent dans ta tête, tu vois, la colère, le machin. Oui, sauf que dans Vice Versa, ça marche, et là, ça marche pas du tout, quoi. Ça marche parce que ça t'est expliqué, là, il faut que ça te demande de comprendre un petit peu. Pas du tout. Mais pas du tout. Non, il y a rien à comprendre. Non, mais si, ils incarnent, chaque personnage incarne comme ça des tempéraments, des archétypes. Ouais. Quelque part, on est tous un peu rococo. Mais on est tous un peu rococo et on est tous un peu yankee. Mais c'est des clichés qui existent vraiment au Japon. Il y a vraiment des filles qui s'habillent que comme ça et qui ont des styles et qui. Elles sont pas aussi binaires quand même, j'espère pour elles. Eh ben certainement que si. D'une certaine manière, si. Elles y dédient leur vie et c'est aussi un peu la mentalité japonaise d'aller dans une radicalité et de se mettre à fond dans quelque chose comme ça. Et c'est ça qu'on aime aussi chez eux. Et moi, pour avoir vu les films à l'inverse, j'ai vu Matsuko qui est quand même beaucoup plus, encore une fois, au niveau réel, beaucoup plus grand pour moi et beaucoup plus d'ampleur. Là, si tu veux revoir, je sais pas si tu l'avais vu le film à l'époque, mais Memory of Matsuko, c'est un vrai film de réalisateur. Là, pour le coup, il y a des enjeux qui sont plus grands. Mais ce film-là, Kamikaze Girl, c'est un vrai film de réalisateur. Mais du coup, je m'attendais à avoir quelque chose de plus, justement, comme tu le décrivais. Moi, j'avais un peu cet a priori-là, un truc qui a mal vieilli, qui est début des années 2000, mais non, pas du tout. Je trouve qu'il y a il y a un vrai truc. Il a une identité hyper forte. Ouais. Mais bon, après. On peut pas épiloguer les couleurs. Voilà. Dommage. Ou trop de couleurs pour toi. Je suis un peu triste pour toi, Pierre. C'était très très dur, très très dur. Bah ouais, c'est dommage. Ouais. Une belle purge, merci pour la découverte. On repassera. Dernier sujet de la soirée parce qu'on prend un peu de retard. Du coup, avec toi, Pierre. Ah bah dis donc. Putain, je suis vénère là pour ma chronique, ça va être chaud. Bois un coup. Je suis en mode punk là. Respire. Ça va bien se passer. De quoi tu nous parles ? Ça va très bien se passer. Donc les amis, pour clore cette fin d'année 2019, en tout cas pour ma part, c'est ma dernière émission. Je précise que c'est pas la dernière émission de l'année, mais que c'est ta dernière émission. De Lazy Pete, tout à fait. Je parle à la troisième personne. Je vous propose de revenir à mes premiers amours, à savoir le post-punk, avec un groupe Made in Dublin qui sent bon la Guinness fraîchement tirée, à savoir Fontaine DC, avec l'album intitulé Dogrel qui est sorti cette année. Donc moi je suis super content parce que là il y a quelques temps il se passe des choses sur la scène post-punk, je trouve. Et Brexit oblige. Je pense que nos voisins anglo-saxons sont assez vénères en ce moment. Et il y a un espèce d'effet collatéral qui fait qu'il y a une nouvelle scène qui est vachement remontée et très créative dans le domaine. Donc on n'est pas ici dans le revival facile, mais dans une énergie que je trouve très sincère et nouvelle et qui sied parfaitement au post-punk, qui comme le phénix renaît de ses cendres. Donc pour cette chronique, mon cœur a balancé avec aussi un excellent groupe que vous connaissez peut-être, qui est dans le même délire, un peu plus vénère, qui s'appelle Shame, et que je vous conseille vivement d'écouter. Mais bon, il fallait faire un choix.
Bref, Fontaine DC, jusque-là rien de révolutionnaire, c'est un groupe classique composé de deux gratteux, une basse, une batterie et un chanteur songwriter au doux nom de Brian Shatten. Et le groupe a commencé à titiller ma curiosité à partir de 2018, où il a balancé à dose homéopathique des singles super efficaces qui teasaient l'album à venir, qui s'appelle Dogrel et qui est leur premier. Donc on sait peu de choses sur le groupe, si ce n'est que la moyenne d'âge se situe autour de la vingtaine et qu'ils se sont rencontrés à Dublin, forcément, alors qu'ils fréquentaient la British and Irish Modern Music Institute. Donc bizarrement, ce qui les a réunis au commencement, c'est pas la passion de la bière et des riffs de guitare bien gras, mais un goût commun pour la poésie, et ils avaient pour projet au départ de mettre en musique des poèmes. D'ailleurs, le nom de l'album Dogrel est un hommage au poète Doggerel, irlandais, considéré comme le poète du peuple en 1630. Et pour nos amis cinéphiles autour de la table, Fontaines en fait fait référence au personnage de Johnny Fontaine. Ça vous parle ou pas ? C'est le cousin de Johnny Sambatanga. Pas loin, qui est le chanteur et le protégé de Don Corleone dans Le Parrain de Coppola. Voilà. Et les initiales d'ici, tout simplement, ça fait référence à Dublin City. New York City, c'est ça. Donc le groupe va pas mal roder leurs chansons en live durant une année en tournant en première partie, justement en compagnie de ces groupes, on va dire Brexit pop que sont Shame et encore Idols. Et maintenant, qu'est-ce qui fait que Dogrel, à mes yeux, a cette flamme sacrée, ce goût de reviens-y versus d'autres opus. Donc clairement, au fil de ces 11 titres, c'est pas musicalement révolutionnaire. Moi, je trouve que la vraie valeur ajoutée, elle réside dans l'écriture. Donc c'est dommage que Miss Fisher soit pas autour de la table pour le souligner. Mais aussi dans l'interprétation et la voix de Shatten qui assume à 100% ses origines irlandaises. Et c'est surtout l'énergie folle qui se dégage de l'ensemble. Donc ce que j'adore, c'est que tout semble poussé par l'urgence dans l'album. Parfois certes au détriment de la cohérence, mais quelque part on s'en fout. On se retrouve avec des singles d'une efficacité redoutable qui vont droit au but, avec simplicité et sincérité. Et moi je trouve que ça fait beaucoup de bien. Je pense notamment à Boys in the Better Land ou Too Real. Je le fais pas mal. Et on retrouve forcément la basse très post-punkienne, notamment dans The Lots. Et forcément pas mal de désespoir bien sombre et désabusé, comme dans l'entêtante Television Screen. Donc forcément, des références aux maîtres du genre, il y en a. Phantom de Joy Division et des Pogs, Key-Road, c'est une certitude. Mais je trouve que ces influences, justement, elles sont bien digérées et que l'identité propre du groupe est super efficace. Donc bref, un groupe forcément à découvrir en live. Mais bon, j'ai checké, il tourne malheureusement que dans le pays de Leprechaun en ce moment. Donc c'est Irland First. Mais voilà, donc je vais vous laisser avec Too Real. Et je vous conseille vraiment de mater le clip qui est très chouette et qui vraiment donne envie de boire de la Guinness. Et on discute de tout ça juste après. Et pas mieux, on s'écoute Fontaine DC avec le morceau Too Real. Et je demande à Damien Butcher, est-ce que c'est trop vrai pour toi ? Ah ouais, c'est terrifying. Non, écoute, rien de nouveau, tu l'as dit tout à l'heure dans le milieu du post-punk, mais putain, ça défonce. Toute la première, voire même les 3/4 de l'album, je les kiffe bien. C'est nerveux, c'est efficace comme j'aime, c'est l'effet de répétition, donc aussi bien dans la rythmique que dans les couplets, les refrains qui restent en tête. Le bon vieux accent irlandais qui a coupé au couteau qui reste. Il y a une phrase qui revient souvent dans un morceau, je sais plus c'est lequel, mais je crois que non, c'était pas celui-là qu'on a écouté, c'est un autre où ils disent My Sherwood was small, non, but I'm going big, baby. C'est le premier, c'est Big. Ouais, c'est Big, c'était Big le premier même. Bon, voilà, donc c'est un peu l'effet remouvant comme ça. Donc ça, je trouve ça assez uniforme sur l'ensemble de l'album et j'aime bien parce que c'est peut-être un peu cliché, mais j'aime bien le fait de finir sur une balade aussi parce que le dernier morceau il est plutôt cool, il s'appelait Dublin City Sky. Et c'est une petite balade dans les rues de Dublin, tout ça. Très Pogs. Ouais, très Pogs. Donc une belle surprise. Donc merci. J'ai découvert ce groupe. J'avais entendu parler et j'avais pas écouté. Donc merci de m'avoir fait découvrir. Et pour Pierre, One Point. Denis. Alors moi j'avais écouté l'album quand il était sorti. J'étais un peu passé à côté des mecs. Dès qu'ils parlent, tu viens de Dublin toi ? Je crois que ça faisait un peu trop. J'ai réécouté et c'est vrai que c'est la force de conviction qui remporte tout, quoi. C'est-à-dire les mecs, voilà. Mais c'est vrai quand tu regardes, t'as cité Shame, Idols, Black Midi, mais ils sont largement en dessous au niveau musical. Par contre, ils lâchent rien, quoi. C'est des roquets, c'est des voilà, c'est impressionnant. Donc
agréable de le redécouvrir comme ça et en me dire bah oui, des fois il faut pas chercher de midi à 14h quoi, les mecs ils y croient, ils y C'est vont, pas les et puis meilleurs, voilà, mais quoi. c'est les plus Mais C'est un petit ils y- blockbuster, ils y vont. Et avoir Flashback. sur scène, à mon avis, ça doit un peu tout défoncer quoi. Ah, et Julien? Et ben moi j'ai trouvé ça aussi très bien nerveux comme il faut. Moi c'est l'accent irlandais est venu me taquiner les oreilles parce que ça m'a rappelé toutes les années que j'ai passées là-bas. Presque pas des années mais au moins une année et demie, donc tu vois déjà. Et ça m'a... Non, j'ai trouvé ça nerveux comme il faut. Moi je scindrais l'album en deux, je dirais à peu près les 5 premières chansons. Tu peux faire comme un vinyle en fait. Parce qu'en fait, tu as toute cette ligne de basse qui va être continue sur le premier, sur les 5 premières chansons. Et j'ai trouvé... De quoi ? Une face, ouais, c'est ça, une face A ou qui est vraiment bien nerveuse comme il faut. Et t'as quelques balades après, ouais. Et c'est ce que j'ai à dire. Moi, bon, voilà, un peu tous dit, mais le fait de clore par une balade comme ça, j'ai trouvé ça. À la gloire de Dublin, c'est beau. Ouais, c'est ça. Puis tu sens qu'ils aiment leur ville, tu sens qu'ils sont énervés, tu sens, voilà, tu sens qu'ils ont des choses à. Même si tu dis que c'est de la poésie, bon, ouais, ok. Bah, tu vois la phrase que Damien disait, My childhood was small, small, but I'm gonna be big. Je trouve que c'est très très beau en fait. Oui, bah après, quand tu regardes le clip aussi, c'est assez sympa de voir. rococo un peu. Tu sens, doit voilà, être ça, tu sens qu'ils se battent pour On leur a cause. tous un rêve. Peut-être que secrètement ils s'habillent en poupée victorienne, tu sais pas, peut-être. Mais non, vraiment, Donc ouais, c'est cool, un petit symbole simple et efficace et vraiment énervé comme il faut. Donc ouais, Nice. chouette. Eh ben, c'est un carton plein pour ce dernier sujet de l'émission. Hâte de les voir en concert en tout cas s'ils passent. Merci beaucoup, merci Pierre pour cette présentation. Merci à tous les 4 d'être venus nous raconter vos derniers coups de cœur musicaux et cinématographiques. On se laisse là et on se retrouve dans 3 semaines pour la dernière émission de l'année. Ce sera la numéro 52 qui arrivera quelque part entre Noël et Jour de l'An. Salut. À tout bientôt. Ciao, ciao. Retrouvez une nouvelle émission tous les 15 jours sur mixcloud.com/plus étrange que le paradis.